Allez, mesdames, messieurs, chers collègues, vous prenez place. Qui est le Benjamin? Corinne. Corinne. C'est pas Maëva? Mais non, elle n'est pas là, Camille. C'est Maëva? Bien, je vais donner la parole à notre Benjamin pour qu'elle fasse l'appel. Maëva, donnez-lui quand même la liste du conseil municipal pour qu'elle puisse faire l'appel. Camille n'entend pas encore arriver, donc Maëva va se faire un plaisir de faire l'appel. Richard Mallier. Présent. Mathieu Pietri. Corinne Lemeu. Yann Pertuzel. Christine Sicardi. Thomas Bergère. Sophie Suras. Stéphane Perrassini. Pouvoir. Maëva Gautelier présente. Joseph Cassaro. Roger Mossé. Présent. Dominique Bièche. Et un pouvoir. Alain Hauser, Pierre Maroc, François Degnaud, Evelyne Louis, Véronique Garnier, Catherine Bienfait, Marie-Christine Rodriguez, Catherine Foulon, Marie-Pierre Vitiello, Florian Paris, Christelle Kégine, Patricia Coty, Jean-François Kerr, Julien Esterini, Camille Guédo, Hervé Kella, René Alberici, Valérie Giacomasi, Philippe Canobio, Geneviève Martin, Saïd Achache. Le quorum est atteint, monsieur le maire. Ok, il y a donc le quorum. Donc je déclare le conseil municipal ouvert. Donc celui de ce soir n'échappe pas à la règle, je vous rappelle, puisqu'il sera lui aussi filmé. Mais permettez-moi de vivement féliciter les organisateurs de la manifestation des voix sous les platanes qui se sont déroulées hier. Bonjour Camille, on t'a remplacé, on a fait la lecture sous les platanes qui se sont déroulées hier, non pas sous les platanes, hier après-midi, compte tenu du temps qu'il y avait, mais dans la salle des fêtes Charles Aznavour, ce qui a un peu restreint le nombre de personnes qui pouvaient assister, compte tenu des conditions sanitaires. Et pour ma part, je n'y suis pas allé justement à cause de ça, mais je sais que j'ai été remplacé, même d'une façon parfaite, m'a-t-on dit. J'en profite pour vous annoncer que nous inaugurerons cette salle et le complexe des Terres Blanches, qui a fait peau neuve, le 22 octobre prochain à partir de 18h30, en présence de Micha, un des fils de Charles Aznavour. L'opération Nettoyons la nature a elle aussi connu un vif succès samedi matin, avec pas moins de 340 personnes engagées pour nettoyer notre commune, et répartis à travers les 7 CCQ, permettant de ramasser 1300 kilos de déchets. Je remercie les associations, notamment celles de parents d'élèves, pour leur forte mobilisation aux côtés de la municipalité. Pour celles et ceux qui voudraient intégrer les CCQ et participer à la vie de leur quartier, il n'est pas trop tard. Vous pouvez faire acte de candidature par courrier. Je m'adresse là, évidemment, vous l'avez tous compris, non pas aux conseillers municipaux, mais tout simplement à nos concitoyens s'ils veulent s'investir dans le cadre des CCQ. Septembre est synonyme de rentrée. Scolaire d'abord, avec un point d'information qui sera fait lors de ce conseil municipal par l'adjointe déléguée, mais aussi culturelle et associative. N'oublions pas non plus la reprise de la Book TV avec son journal télévisé tous les lundis.
Les contraintes sanitaires ont été anticipées avec brio par les équipes de la commune, que je tiens d'ailleurs à féliciter, et grâce à cela, le forum des associations, comme la rentrée culturelle, ont pu faire le plein. Les sourires des bouquins reprenant peu à peu une vie normale, c'est notre moteur dans notre conduite de la politique événementielle. Enfin, les journées du patrimoine, bien que moins concernées car en plein air, ont, elles aussi, ravi les nombreux curieux et historiens de la commune à travers les différentes visites programmées. Le conseil de ce soir traitera notamment de l'évolution du syndicat intercommunal du Grand Valar avec le retour de la commune de Cabriès, ainsi que d'une décision modificative du budget. Je vous informe que suite aux très fortes pluies tombées hier, nous n'avons pas connu de désordre manifeste, sauf au vallon du Pégot où un dérèglement du bassin de rétention a eu quelques conséquences, mais nous sommes, mes chers collègues, dans le cadre du domaine privé. Nous procédons à un curage préventif de nos avaloirs et des gouttières des bâtiments publics pour anticiper ces pluies très violentes qui semblent désormais être la norme. Et encore une fois, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de dérèglement climatique, eh bien, il faudrait peut-être qu'ils se lèvent un peu plus tôt le matin. N'oubliez pas que dans le cadre de notre prochain jumelage avec la commune allemande de Feldafing, le comité de jumelage organise une fête de la bière le samedi 9 octobre prochain dans la salle Charles Aznavour. Pour information, notre département accueillera le Congrès national des sapeurs-pompiers de France du 13 au 16 octobre prochain au Parc Chanot, et je vous invite à venir le visiter pour vivre une expérience avec une immersion à travers la grande caserne ouverte spécialement pour l'occasion. L'entrée est gratuite pour tous les publics. Sachez que c'est aussi l'occasion de voir des vocations se dessiner. Et aujourd'hui, les sapeurs-pompiers volontaires, malheureusement, sont comme tous les bénévoles d'ailleurs, au niveau associatif, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent y aller. Donc on a besoin aussi de sapeurs-pompiers volontaires. Allez, les professionnels, ça, il y en a plein qui veulent y aller. Ils sont fonctionnaires territoriaux, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais par contre, au niveau des volontaires, dont on a absolument besoin, puisque le problème, il est simple, c'est quand on a des circonstances exceptionnelles, comme par exemple la période de feu de forêt, il faut qu'on mette en place des groupes préventifs, et des groupes préventifs qu'on met en place les jours de grand vent, les jours où on est en zone rouge, les jours où on a une possibilité d'incendie qui est extrême, et donc on le met de ci, de là dans le département, en fonction évidemment de ce que nous connaissons de la météo. Et là, vous avez bien 90% qui sont formés par des sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. Donc, place à l'ordre du jour. Donc, sur l'ordre du jour, on a évidemment l'éternelle adoption du compte-rendu de la séance du 12 juillet, que vous avez reçu donc en son temps. Est-ce qu'il y a des observations, des questions sur le compte-rendu? Comme il est filmé, c'est simple, on ne va pas recommencer, il n'y a pas d'observation. On le considère comme adopté, je vous remercie. Sur les décisions prises par le maire en fonction du L2122 du Code général des collectivités territoriales. Il y a la décision numéro 2021-006 du 28 juin, qui est une convention avec l'association Voice Gang, dont j'ai parlé tout à l'heure dans le propos liminaire. Il s'agit tout simplement de conventionner pour formaliser les conditions de partenariat pour le festival Voix sous les platanes qui a eu lieu le 26 septembre. Pas de questions là-dessus? OK. Ensuite, nous avons, dans le cadre de la modification de la composition du conseil municipal, désignation de représentants au sein du conseil d'administration de l'association Tous Propriétaires. Je rappelle que M. Jean-Pierre Laffineur a démissionné, qu'il était représentant du conseil municipal, de l'opposition au conseil municipal
dans le cadre du conseil d'administration de l'OFS. Donc je vais demander à l'opposition s'ils ont un candidat, s'il y a un candidat qui se propose. Alors nous avons deux candidats, M. Canobio et M. Achache. Donc nous allons être obligés de voter là-dessus. S'il vous plaît, Corinne, ou je ne sais pas qui, vous faites passer les bulletins de vote, s'il vous plaît. On va demander à la Benjamine de faire l'appel. C'est dur de passer au milieu, mais vous allez passer derrière, alors Corinne, avec la corbeille. Merci, monsieur le maire. Richard Mallier. Mathieu Pietri. Corinne Lemeux. Yann Berthuzel. Christine Sicardi. Thomas Bergère. Sophie Suras. Stéphane Pirassini. Maïva Gautelier. Joseph Cassaro. Roger Mossé. Okay. Non, je vais essayer de passer sous la table. Non, mais vraiment pour être au milieu. Ah non, elle faut Dominique Bièche. Alain Hauser. Pierre Maroc. François Degnaud. Evelyne Louis. Véronique Garnier. Pouvoir. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Catherine Foulon. Marie-Pierre Vitiello. Florian Paris. Christelle Kégine. Patricia Coty. Jean-François Kerr. Julien Isterini. Camille Guédot. Hervé Keila. René Alberici.
Valérie Giacometti, Philippe Canobio, Geneviève Martin, Saïd Achache. Représentant de Philippe Canobio, en représentant de M. Achache, là, d'aller dépouiller. Là. Deux blancs. Deux blancs et un Achache. Canobio. Nul. Achache. Nul. Blanc. Deux blancs. Canobio. Canobio. Blanc. 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 Deux blancs et un nul. Blanc. 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 Deux blancs. Canobio. Blanc. Blanc. Et blanc. Juste le blanc. Je compte les blancs. Ouais. Blanc. 22 blancs, pardon. 4 nuls. 4 voix pour M. Canobio et 3 voix pour M. Achache. Alors donc, je dois lire 33 votants, 22 blancs, 4 nuls. C'est ça? 4 pour M. Canobio et 3 pour M. Attendez, 22 votants, 4 nuls, ça veut dire 7 exprimés. 7 exprimés, la majorité donc est à 4. C'est ça? 3,5, 4. Donc ont obtenu M. Canobio 4 voix et M. Achache 3 voix. Donc déclaré élu M. Canobio. Ensuite, nous avons l'avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche au titre de l'année 2022. Vous avez reçu la note de synthèse avec un certain nombre de dates. Je vous demande comment dirais-je, de cocher, de rectifier la première date qui était le 9 janvier. C'est pas le 9, c'est le 16 janvier qu'il fallait lire. Bon. Ils nous ont averti samedi que c'était pas le 9, c'était le 16 janvier. Dont acte, je pense pas que ça change là l'état d'esprit de la délibération. Est-ce que là-dessus, vous avez
Des questions? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons les modalités d'adhésion de la commune de Cabriès au sein du SIGV. Donc, vous avez reçu la note de synthèse. Le préfet a pris un arrêté au mois de juin réintégrant la commune de Cabriès dans le SIGV. Aujourd'hui, il convient d'adopter les modalités de retour de Cabriès. Donc vous avez pour l'année qui reste, parce que pour les mois qui restent dans l'année où nous sommes, on a évalué en coût de fonctionnement à 5 000 plus pour le service prévention en plus pour la commune de Cabriès 22 000, ce qui fait qu'on a une participation qui sera demandée à Cabriès de l'ordre de 27 000, auquel il convient de déduire évidemment la quote-part qu'ils ont déjà versée quand ils sont partis. Le maire a voulu absolument partir, ce qui veut dire qu'ils ont remboursé le capital et les intérêts pour lesquels ils avaient aussi souscrit. Donc il est proposé évidemment de leur faire la quote-part des emprunts remboursés et donc leur demander une participation de l'ordre de 15 136, ce qui veut dire que Simiane serait à 272 000 et Bouc-Bélier à 506 000. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Madame Martin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Au regard des compétences exercées par le SIGV et des 800 000 euros de son budget annuel, la contribution qui est demandée à Cabriès pour la fin de l'année paraît symbolique. Le fonctionnement du service informatique et l'audit qui doit être mené sur l'informatique de Cabriès sont évalués à 5 000 euros, ce qui paraît largement sous-évalué. Donc, à défaut d'informations plus précises, nous voterons contre. Dont acte, je ne vais pas rentrer dans la polémique parce que vous savez très bien que Cabriès n'est pas capable de rentrer dans le CSU parce qu'ils ne sont pas fibrés, donc ils ont des caméras qui ne marchent même plus, donc il n'est pas question de les prendre en vidéoprotection. Et il en est de même pour l'informatique. Vous l'avez dit vous-même que Cabriès est au Moyen-Âge, donc il faudra un certain temps avant qu'ils puissent rentrer dans le cadre de l'informatique. Donc c'est simplement la prévention de la délinquance qui, pour l'instant, peut leur être proposée. Donc je pense que la participation de 22 000 euros est vraiment une participation qui correspond à ce qu'on va leur offrir. Voilà, c'est tout. Bien, donc pas d'autres questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Donc une voix contre, 2 voix contre, 3 voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, donc majorité. Merci. Ensuite, nous avons la modification des statuts du SIGV. Donc c'est pareil, il faut se prononcer là-dessus, avec la participation, etc. Voilà, donc on a donc l'adhésion de la ville de Cabriès qui est prise en compte, la composition du bureau avec la création d'un 2e poste de vice-président. En fait, c'est ce qu'on trouvait avant qu'il sorte, je veux dire, c'est clair. Voilà. OK. Et la participation donc de Bouc-Bélier qui sera de 48,56 théoriquement, je dis bien théoriquement, 48,56 au lieu d'aujourd'hui 65. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur Canobio, vous avez la parole. C'était pour savoir la composition du bureau avec la création d'un 2e poste de vice-président. Est-ce qu'il a été déjà nommé ou... Non, tout simplement, c'est dans les statuts. Donc, tant que les statuts ne sont pas adoptés, on ne peut pas le désigner. D'ailleurs, il ne sera pas désigné, il sera élu. Voilà. Mais si vous voulez, il est depuis des décennies, puisque le SIGV qui s'appelait le SIG-CES a été créé en 1977, donc c'est pas d'aujourd'hui. Comme il y a 3 communes, il y a un président
et 2 vice-présidents. Et comme par hasard, c'est les 3 maires que l'on retrouve là-dedans. Voilà. Donc c'est un représentant de la commune de Cabriès qui évidemment aura le poste de 2e vice-président. Plus de questions, donc je mets aux voix cette modification des statuts du SIGV. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons le bilan de la politique culturelle municipale 2020-2021. Le rapporteur sera Monsieur le Premier adjoint. Oui, merci, Monsieur le maire. Effectivement, donc, on vous a fourni le bilan, le rapport d'activité du bilan de la politique culturelle pour la saison 2020-2021. Donc, je ne vais pas le relire, vous avez pu le lire. Simplement, quelques éléments clés. Cette année, avec une baisse drastique du nombre d'entrées dans les différentes manifestations organisées par la mairie, en cause, bien évidemment, la Covid, puisque ça nous a imposé des limitations de jauge, mais également des annulations de manifestations. Il est à noter quand même que la commune a souhaité mettre en place un accompagnement du secteur culturel et un soutien à ce secteur pour 2 raisons. Parce qu'on est persuadé que la culture doit perdurer, doit être soutenue pour que demain la création continue et que ce secteur puisse continuer à nous proposer des événements, des spectacles, de la musique. Mais également, chaque fois que cela a été possible, avec des captations, avec des jauges réduites, avec des procédures dégradées, que les bouquins puissent participer, puissent assister à ces événements. Il y a eu des captations de concerts, etc. Donc c'était important pour nous de maintenir une activité culturelle dès qu'on a pu le faire, voire en procédure dégradée. Sur les entrées, effectivement, donc, vous le voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On était sur une année pleine, on est grosso modo à 18 000 entrées. L'année passée, on était à 7 726 €. Pardon. Vous avez donc la liste des spectacles qui ont été maintenus et annulés. Sur le festival et les manifestations événementielles, plusieurs spectacles et événements ont été annulés. Les rendez-vous musicaux des Jardins d'Albertas ont été maintenus avec un questionnement à ce jour sur les années futures, sur 2022, sur le maintien d'une telle manifestation, puisque c'est une manifestation qui dépend de l'OPPA, de l'Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix, qui est dédié à aujourd'hui, qui a été repris, l'appel d'offres, la délégation de service public qui a été lancée par la métropole, a été récupérée par la ville d'Aix-en-Provence. Et à ce jour, on n'a pas de visibilité sur le maintien pour les années à venir. Donc on se bat pour pouvoir programmer quelque chose, mais aujourd'hui, on n'a pas, sur ce modèle, on n'a pas d'assurance. Le Festival de l'Orgue a également été maintenu, et déjà sous les étoiles. C'est une association qui fait ce festival avec près de 1000 personnes qui ont présentes. Le concert de Natacha Saint-Pierre aussi, avec 918 personnes, avec une jauge limitée à 1000 personnes, a été maintenu. La programmation en partenariat avec la bibliothèque municipale également. Il y a eu pas mal d'annulations. Par contre, quelques événements ont été maintenus avec vraiment un dynamisme et dans les choix des comptes, des lectures qui sont faites par l'équipe de la bibliothèque municipale et qui est proposée par notre municipalité, qui est vraiment intéressante. Les expositions professionnelles ont été quasiment toutes annulées. On vous a également les expositions associatives. Pareil, on est vraiment sur une année très particulière, avec un tableau aussi récapitulatif sur les
les aides aux compagnies, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire que non seulement on leur a permis de jouer chaque fois que c'était possible, néanmoins aussi on leur a réglé les coûts de création, pas les coûts de plateau, les coûts de création, puisqu'en fait dans la facturation d'une compagnie, que ce soit de la musique ou du théâtre, il y a deux parties. Il y a la partie technique, le plateau, les techniciens, etc. Il y a la création. On rémunère aussi la création. Il nous semblait important de rémunérer la création justement pour pouvoir faire en sorte que la culture continue à vivre pour les années futures. Sur le patrimoine, sur les grandes restaurations, on a eu la désinfestation de l'église des insectes xylophages. Je ne vais pas y revenir, on en a parlé ici à plusieurs reprises, notamment pour l'attribution des subventions. Le tableau Saint-André. Le tableau Saint-André qui a été rénové, qui aurait dû être réinstallé dans l'église le 16 septembre, qui n'a pas pu être pour des raisons techniques, dont on est en train d'y travailler pour pouvoir proposer le réaccrochage. Néanmoins, la rénovation a eu lieu et c'est bien passé et on voit vraiment la différence avec vraiment une qualité picturale qu'on devinait, mais qui était même en deçà. Le contraste des couleurs qui est vraiment bluffant. La réhabilitation de la chapelle œcuménique, là aussi je vais passer rapidement, suite au rachat pour l'euro symbolique à la famille Cotin. C'est un équipement qui viendra en complément des équipements que l'on connaît, la salle de Charles Aznavour, le château, et qui prendra vraiment toute sa place dans ce maillage territorial qu'on souhaite mettre en place et cette diversité d'offres qui nous permettra d'accueillir des événements un peu différents aussi ou complémentaires. Nous y reviendrons. Sur les budgets alloués au service municipal des affaires culturelles, donc sur on voit également qu'il y a une progression sur l'année 2021 qui est due aux nouvelles manifestations que nous souhaitons mettre en place. Nous y reviendrons sur les objectifs de l'année prochaine. Sur les subventions, on a fait un point aussi sur les subventions obtenues, que ce soit de la part du conseil départemental, de la DRAC, et autres partenaires, donc avec une volonté d'aller chercher vraiment les subventions auprès du département, auprès de la DRAC, auprès de la métropole, lorsque cela est possible, avec des montages de dossiers. On soutient les dossiers, on se bat pour avoir ces partenariats. À travers donc la métropole des subventions, mais aussi les tournées intercommunales. On a acheté pour un montant de 10 000 € des spectacles qui sont dans les tournées intercommunales de la métropole. Donc ces tournées intercommunales, tout simplement, c'est un rapprochement, une proposition des services de la métropole aux communes sur un catalogue. Et sur le choix de spectacles dans ces catalogues, la métropole prend en charge 50% du montant de la manifestation, la commune 50% dans la limite de 10 000 €. Donc on est arrivé sur cette limite. Sur le conseil départemental également, des tournées départementales, on s'est inscrit dans une tournée départementale théâtrale et on bénéficie d'un concert gratuit de fin d'année. Provence en scène, c'est un dispositif qui est proposé par le conseil départemental, c'est l'ancienne saison 13, ce qu'on appelle la saison 13. Là, même principe que pour la métropole, pour un montant de subvention de 4 800 €. Le réseau Chénon. Alors, le réseau Chénon, c'est une association qui regroupe plus de 200 professionnels du spectacle et de diffusion
qui nous permet d'avoir un sourcing qui est intéressant et également d'avoir des achats de spectacles mutualisés sur le territoire qui nous permet de proposer aux bouquins des spectacles qui, seule la commune de Bouc-Bélair ne pourrait pas se payer puisque pour des raisons budgétaires. Là, le fait de mutualiser avec d'autres villes du territoire à travers ce réseau chaînon et de bénéficier aussi d'un niveau d'expertise. C'est vraiment des professionnels qui propose des spectacles. C'est un réseau qui est national et qui propose vraiment des spectacles de très très grande qualité. Le Grand Théâtre de Provence avec l'OPPA, on en a parlé il y a 5 minutes, qui effectivement aujourd'hui a repris la DSP de l'Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix, donc avec pas beaucoup de vision sur ce que ça va devenir. Culture du Cœur, qui est une association aussi d'intérêt général et qui expose, et avec laquelle on a une convention et qu'on soutient. Sur les objectifs et sur les priorités pour les années à venir, nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de culture sans partage, sans mise en commun d'initiatives municipales ou associatives visant à bâtir ensemble l'avenir de notre commune. C'est un lieu d'échange, de convivialité que nous souhaitons développer dans le centre-ville, aux Terres Blanches et au château, mais également dans les quartiers par des actions nouvelles pour les années à venir. Cette démarche est à la fois donc une démarche de cohésion sociale et de rapprochement intergénérationnel, de transmission à destination de nos enfants, des plus jeunes d'entre nous, puisque c'est pour eux qu'on bâtit aussi l'avenir. Donc un maintien d'une programmation de spectacles vivants, éclectiques, de qualité, qui a pour vocation d'inciter à la découverte, développer la politique patrimoniale de la ville en termes de restauration d'œuvres, poursuivre le travail à destination de nos enfants, on vient d'en parler, à travers des actions directement destinées au milieu scolaire, mais pas que, à travers des programmations qui leur seront dédiées. Améliorer les équipements avec l'espace Jean d'Ormesson, les Terres Blanches à travers des rénovations. Diversifier l'offre culturelle en développant des programmations populaires accessibles au plus grand nombre à travers l'organisation de guinguettes dans les quartiers de Bouc-Bélair, d'un concert en été, en début d'été. Cette année, c'était Natacha Saint-Pierre. L'année prochaine, il y aura un autre concert, mais également une programmation de cinéma d'extérieur. Donc, aller investir les quartiers, que la culture investisse les quartiers afin que ce soit des moments conviviaux également pour l'ensemble des habitants de notre commune. Assortir harmonieusement l'offre de grands événements culturels festifs et le soutien, la promotion des initiatives des associations bouquins. Le maillage bouquin est riche en associations. Il est de notre devoir, à travers les subventions directes, mais également les subventions indirectes et tout l'apport qu'on peut faire, de soutenir au maximum les associations qui font vivre notre village. Si Bouc-Bélair est une commune riche de qualité, c'est bien évidemment grâce à l'action de la municipalité, mais également des associations du tissu associatif. Il est de notre devoir de les soutenir et on le fait pleinement par tous les moyens qui s'offrent à nous. Et enfin, s'ouvrir aux formes culturelles innovantes, participatives, contemporaines. Il y a deux aspects sur le patrimoine culturel. Il y a le patrimoine culturel hérité et il y a celui qu'on construit pour demain et qui sera celui qui sera hérité par nos enfants. Donc il est de notre responsabilité que de s'ouvrir à ces nouvelles formes de culture innovantes et qui viennent en complément du patrimoine hérité. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques là-dessus, sur le bilan qui vous a été fait? Donc je ne mets pas au voie le bilan, c'est simplement une information de l'ensemble des élus, opposition comprise. Bien, donc on passe à la délibération suivante.
qui n'est pas une délibération, d'ailleurs c'est le point sur la rentrée scolaire, et c'est Corinne Lemeu qui va nous le faire. Merci, Monsieur le maire. Donc moi, je vais vous parler du service enfance, scolaire et jeunesse. Donc au niveau de la rentrée et du bilan 2021, donc je vous rappelle tout simplement que les enfants ont rejoint les bancs d'école le 2 septembre. Donc malgré un contexte sanitaire qui est resté celui que nous avions au mois de juin et qui a été appliqué, c'est exactement le même que le mois de juin, Jean-Michel Blanquer avait quand même annoncé une rentrée la plus normale possible. Donc le protocole sanitaire qui a été présenté le jeudi 26 août, en fait, se décline en 4 scénarios possibles. Ils ont réduit énormément tous les cas qu'il y avait. Ils ont classé en fait tous les scénarios en 4 catégories, du vert au rouge, et on s'adapte en fonction de la couleur qui est annoncée. Donc pour nous, c'est le scénario numéro 2, donc le jaune. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce scénario numéro 2? Au niveau de la doctrine d'accueil, c'est les cours en présentiel. Au niveau du protocole sanitaire en lui-même, c'est le port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves à compter de l'école élémentaire. C'est la limitation du brassage par niveau qui est obligatoire. C'est la désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour et des tables du réfectoire après chaque service. C'est les activités physiques et sportives qui sont autorisées en extérieur et en intérieur, et ce qu'on appelle le contact tracing, c'est-à-dire que dès qu'il y a un cas de Covid, fermeture de la classe dès le premier cas et continuité des apprentissages à distance. L'organisation des temps périscolaires se déroule comme l'année précédente. Les enfants des jeunes par classe. Les tables sont espacées de 2 mètres dans chaque réfectoire. Les zones de cours sont maintenues à l'identique afin de limiter le brassage des élèves. C'est pour ça que si vous voyez des barrières au milieu des cours d'école, c'est tout à fait normal, c'est justement pour séparer et éviter les brassages. Cet aménagement répond globalement aux mesures imposées. Cependant, les moyens et les ressources nous permettent effectivement d'assurer des zones et on en met 3 quelquefois au lieu de 5, tout simplement parce qu'il est impossible aussi de séparer les cours d'école en 5 zones. Vous imaginez la taille des cours et de l'espace pour les enfants. Voilà, donc par rapport à la rentrée scolaire en elle-même et aux protocoles qui sont appliqués, donc on en a fait le tour. Ce qui est à noter au niveau scolaire, c'est qu'on a 2 directeurs d'école qui sont partis et qui ont été remplacés. Donc les 2 directeurs sont sur le groupe scolaire de La Salle. Donc à l'élémentaire, c'est M. Bensakoun qui a été remplacé par Mme Messefeuc. Et à l'école maternelle, c'est Mme Fisson qui a été remplacée par Mme Padilla. Sur les effectifs des écoles, donc cette année, on compte 451 élèves en maternelle et 913 en élémentaire, donc soit 1364 élèves au total, contre 1432 l'année dernière. Donc nous avons une baisse de 68 élèves cette année. Alors c'est une baisse qui est nationale. Je veux dire, on peut le tourner dans tous les sens, c'est une baisse nationale, elle a été constatée à tous les niveaux. Cependant, on constate quand même qu'au niveau des CE2 et des CM1, ça reste relativement chargé, même s'il y a une baisse. Donc, les travaux significatifs qui ont été faits cet été dans les écoles, donc c'est la débétonisation, dite Provence verte. Donc, c'est un projet qui a pour objectif de ramener la nature dans nos cours d'école et de fabriquer des zones d'ombre et de fraîcheur grâce à la plantation de végétaux méditerranéens. Pour garantir le développement des arbres et la mise en place d'un système d'arrosage, de larges fosses ont été construites. Ça aussi, vous pouvez les voir dans les écoles. Donc c'est pour permettre la plantation des arbres. Donc tous ces travaux, comme je vous le disais, ont été organisés pendant l'été dans les groupes scolaires
Et donc les arbres seront plantés en principe à partir du mois de décembre en fonction des essences, puisque chaque essence a à un moment donné son temps pour être plantée. On ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe quand. Donc on respecte chacune des essences pour pouvoir les voir pousser le mieux possible. Ce sont aussi des arbres qui sont conséquents, hein. Ce n'est pas des tout petits arbres qui vont mettre des années et des années à s'étoffer. Voilà. Et les travaux aussi qui ont été réalisés pendant l'été et qui sont importants, ce sont la réfection des sanitaires de la bergerie. Donc très attendus, ils ont été faits et répondent parfaitement à l'attente, notamment des instituteurs et des parents d'élèves et forcément des enfants. Au niveau de l'informatique également, donc pendant l'été, il y a eu des réaménagements, du nouveau matériel qui a été livré, qui a été installé pour permettre une rentrée la plus simple et facile possible pour les enseignants. Voilà pour la partie scolaire. Concernant la LSH et l'espace jeune, donc le centre aéré, plus simplement. Donc le centre aéré, avec son nouveau prestataire, l'UFCV, court depuis maintenant 1 an, puisque le marché, le marché a été modifié donc, le 1er septembre 2020. Donc on a eu un nouveau prestataire au 1er septembre 2020. Sur le bilan de l'été, donc en moyenne cet été ont été accueillis 83 élèves de maternelle, 93 d'élémentaire, et 13 jeunes au niveau de l'espace jeune. Les enfants de la commune ont été accompagnés tout au long de l'été par une coordonnatrice, 3 directrices, 2 directeurs adjoints, 31 animateurs dont 8 bouquins et 8 stagiaires. Les activités de l'accueil de loisirs, donc il y a 4 grands thèmes qui ont été mis en place cet été qui sont les pirates, les îles tropicales, les scouts, les comédies musicales. Et chaque vendredi, il y avait une sortie dans un parc d'attractions qui a été réalisé. Les événements, malgré le contexte sanitaire, l'UFCV a réussi à conserver 2 grands événements dans l'été. Une journée porte ouverte permettant aux familles de découvrir le centre tout au long de la journée et un ciné plein air. Donc c'était une soirée qui était dédiée aux enfants et à leurs parents autour d'un film tout public. Donc cet événement a également permis aux parents de découvrir l'équipe dirigeante. L'espace jeune, donc cet été, sont des activités sous forme de stages qui ont été proposés aux jeunes, donc un stage de musique et de danse urbaine et un stage de kayak ou encore un stage de paddle. Concernant la partie vraiment Covid, donc afin de se préserver d'éventuelles contaminations, l'ensemble de l'équipe s'est soumise chaque lundi matin à un autotest fourni par l'UFCV. De plus, dans le respect des consignes gouvernementales et afin d'obtenir un pass sanitaire permettant d'accompagner les enfants lors des sorties, une infirmière s'est déplacée tous les jeudis matins à l'accueil de loisirs pour réaliser un test PCR à l'ensemble des animateurs. La rentrée. Pour cette rentrée, le protocole sanitaire de la DDCS impose à nouveau une limitation du brassage, donc ça ne change pas beaucoup, et exclusivement par école. Ce qui nous contraint donc ce qui effectivement était contraint, ce qui nous contraignait forcément à réduire la capacité d'accueil. Mais nous avons donc souhaité accueillir tous les enfants de la commune, ne pas avoir de liste d'attente, notamment sur les mercredis. Et donc nous avons ouvert une classe élémentaire à l'école des Pins, ainsi que la salle polyvalente de l'école des Pins. Ça fait que nous avons accueilli vraiment tous les enfants. Les effectifs d'ailleurs sont de 122 enfants accueillis à l'école Virginie de Dieu et 90 à l'annexe des Pins, soit 212 enfants au total. Concernant l'espace jeune au collège, les actions en partenariat avec le collège débutent le lundi 20 septembre, donc ils ont débuté la semaine dernière. Les activités se déroulent avant et après les cours et pendant la pause méridienne. Donc c'est vrai que ça permet d'éviter l'oisiveté et d'inscrire le jeune et ses pairs dans une démarche active de projet, des actions sportives, culturelles et citoyennes qui sont programmées. Donc voilà pour le bilan ALSH.
Nous passons maintenant à la petite enfance. Donc la rentrée avec une ouverture des crèches au public le 23 août 2021. Alors évidemment, peu d'enfants inscrits la première semaine. Et il y avait encore des mouvements d'attribution de berceaux. Les mouvements de personnel, donc la directrice des Frimous, Madame Nathalie Scuti, a été remplacée par Tatania Putero le 6 septembre 2021. Donc, concernant la Covid, tous les enfants sont accueillis selon le protocole en vigueur, masque obligatoire pour les personnels, des chemins différenciés, voilà, aucun brassage entre les groupes. Chaque section possède son propre espace intérieur et extérieur. Concernant les travaux, donc il y a eu pas mal de travaux, notamment sur une crèche qui est l'Arbre de Vie. Donc il y a eu création de salles de change, pose de ballons d'eau chaude, des tables de change remaniées, des peintures, des nouveaux espaces, création d'un jardin pour les moyens, remplacement de deux climatiseurs, VMC prévu également, un sas de sécurité, voilà. Donc, c'est vraiment les gros travaux qui ont lieu au niveau des crèches. Les autres, je vous les passe parce qu'il y a des travaux, mais bon, moins significatifs que sur l'Arbre de Vie. Donc, voilà pour le bilan scolaire, jeunesse, petite enfance. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ok. Pas de questions, très bien. Écoutez, je vous propose maintenant que nous passions plan de relance, continuité pédagogique, socle numérique dans les écoles élémentaires. Autorisez-moi à signer la convention. Et rapporteur, Corinne Lemeu. Alors, ce plan de relance numérique... donc la parole, là. Ah, pardon. Je redemande. Oui, voilà. Ah oui, je ne l'avais pas fermé. Tu n'avais pas fermé. J'avais oublié. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu le contexte, au mois de février 2021, donc, il y avait une délibération à laquelle on autorisait Monsieur le maire à candidater donc, pour ce fameux projet de plan de relance numérique afin d'obtenir des subventions. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous devions déposer un dossier avant le 31 mars 2021, ce que nous avons fait, bien entendu. Donc, il y a eu une première vague d'autorisation de subventions qui ont été données à certaines communes. Nous n'avions pas été retenus sur cette première phase. Par contre, nous avons été retenus sur la deuxième. Donc maintenant, dans le cadre de ce plan de relance, il s'agit donc d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Donc l'objectif de ce plan est d'appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur 3 volets. Donc l'équipement des écoles élémentaires d'un socle numérique de base en termes de matériel et de réseau informatique, les services et les ressources numériques et l'accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources. Dans l'objectif de réduction des inégalités scolaires du plan de relance, l'État subventionne le volet équipement et réseau à hauteur de 70% de la dépense engagée jusqu'à 200 000 € et les services et ressources numériques cofinancés à 50% sur la base d'un montant maximum de 20 € pour 2 ans par élève. La demande de subvention qui a été accordée à la commune se répartit comme suit. Sur le volet équipement et travaux, donc sur les réseaux informatiques, celui qui est donc subventionné à hauteur de 70%. Donc le montant global prévisionnel est de 122 000 €. Le montant de la subvention, donc lui, est de 85 400 €. Concernant les services et ressources numériques, qui lui est financé à hauteur de 50%, le montant prévisionnel est de 8 250 €. Le montant de la subvention, la moitié, donc 4 125 €. Les 4 groupes scolaires sont bien sûr concernés. Et voilà, il nous appartient maintenant d'autoriser le maire à signer la convention pour ce plan de relance numérique. Est-ce que vous avez des questions à Corinne Lemeu? Monsieur Canobio, vous avez la parole si vous me la demandez. Allez. Merci, monsieur le maire. Donc, je dois avoir 2 petits renseignements par rapport à l'école élémentaire des Pins. Le montant prévisionnel est de 36 000 €.
Après, bon, il y a Virginie de Dieu est à 28 000 euros. La bergerie est à 24 000 euros. Et l'école de la salle est à 34 000 euros. Je voudrais savoir pourquoi il y a une différence entre, mettons, les pins et la salle. Coupé. Voilà. Vas-y. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Effectivement, donc les montants qui sont indiqués, il doit y avoir une différence technique. Je n'ai malheureusement pas la réponse, mais je m'engage à y répondre, bien entendu, dès que je l'aurai. Mais c'est vraisemblablement dû à une différence technique. Autre question? Pas d'autres questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus, donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on passe à la DM numéro 1 et le rapporteur sera Sophie Suras. Merci, Monsieur le maire. Donc, afin d'effectuer les ajustements de crédit pour l'année 2021, il est proposé de délibérer sur la décision modificative numéro 1 pour le budget de la commune. Cette décision modificative s'équilibre parfaitement en section de fonctionnement pour un montant de 102 747,12 € et en section d'investissement pour un montant de 220 341 €. Je précise par ailleurs que cette délibération a fait l'objet d'échanges et de précisions lors d'une commission finances qui s'est tenue le 24 septembre dernier. Et l'avis de la commission est favorable. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Donc, Monsieur Keila, je rappelle qu'on n'est pas en commission, hein. Donc, vous avez eu l'occasion de vous exprimer en commission. Là, vous faites une prise de position politique. Oui, enfin, je ne comptais pas répondre à cette question-là, mais je me permets quand même une remarque sur votre remarque. Je pense qu'il y a une différence entre les commissions et les conseils municipaux. Les commissions sont pour avis, mais pas décisionnelles, et les conseils municipaux sont publics. Donc je pense que même si on pose une question en commission, on a le droit de reposer la même au conseil municipal de façon à ce que le public soit informé, puisqu'il y a des comptes rendus. Alors ça m'amène à ma question d'ailleurs. C'est qu'on était convenu la dernière fois, suite à notre question, que toutes les réunions du conseil municipal, de commission, devaient faire l'objet d'un compte rendu. Donc on s'était mis d'accord. Je remercie Madame Suras parce que les questions, elle a très bien répondu à mes questions, mais j'aurais aimé pouvoir partager avec mes colistiers. Malheureusement, il y a eu de très bons transparents qui ont été présentés. Il était convenu qu'on nous diffuse ces transparents. Malheureusement, c'est un peu court comme explication pour comprendre le contenu. Voilà. Donc, d'ailleurs, je me permets d'autres remarques, puisque vous nous en faites souvent, Monsieur le maire. Nous étions un peu seuls à cette commission, j'étais le seul représentant conseiller municipal avec Madame Suras. La majorité n'avait pas cru bon d'envoyer des représentants. Bon, voilà. Bon, ça m'amuse parce que simplement c'était pour l'anecdote, hein, puisque vous nous reprochez souvent de ne pas suivre les commissions. Moi-même, j'ai toujours assisté à toutes les commissions auxquelles j'étais invité. Voilà. Donc, si on peut nous diffuser ces transparents qui étaient fort bons, je vous remercie. Ça sera un peu tard, mais enfin, c'est toujours utile. Merci. Bon, on l'avait précisé en commission de finances, effectivement, il y a un transparent, un slide. Donc, dès que les services l'auront préparé à l'avenir, vous l'aurez en amont de la commission de finances. Et pour ce qui est du compte rendu, effectivement, je pense qu'il est en cours de réalisation. On vous l'adressera après avec le slide, si ce n'est déjà fait, si on ne l'a pas envoyé après. Donc, d'ici quelques jours, vous l'aurez sans problème, puisqu'il était réalisé en amont. Donc, il suffit juste de le reprendre avec quelques commentaires. Peut-être que vous pouvez admettre que ce serait mieux d'avoir les comptes rendus avant de prendre la décision au conseil municipal. Donc moi, je pense qu'on devrait remettre cette décision. Ça, c'est bien dans les livres, mais la commission a eu lieu quand? Jeudi. Donc, à ma connaissance, il y avait vendredi, si la commission a eu lieu jeudi soir, vendredi et aujourd'hui pour... voilà, donc vous avez compris que c'est peut-être un peu...
Pardon, je n'ai pas compris ce que vous disiez. Pardon, oui, le délai est effectivement un peu court, mais ce n'est pas moi qui ai fixé les dates. Hein. Donc, ni de la commission, ni du conseil. Donc, je pense que ce serait bien de remettre la décision. Écoutez, c'est votre proposition. En ce qui me concerne, je ne remettrai pas la décision modificative. Elle sera votée ce soir parce qu'on en a besoin. Madame Suras vous a expliqué ce à quoi elle correspondait. Donc, la commune en a besoin, donc on va voter là-dessus. Que vous votiez contre, c'est votre liberté, donc vous votez contre. OK, donc je mets aux voix cette décision modificative. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc il y a 3 abstentions. Donc unanimité des votants. Je vous remercie. Ensuite, nous allons passer à 4 ou 5 délibérations. Et le rapporteur sera Marie-Pierre Vitiello. Elle va commencer d'abord par la création de 2 postes permanents au registre des effectifs. Marie-Pierre, nous t'écoutons. Merci, monsieur le maire. Donc, ce sont 2 postes en interne que nous proposons. Pour le premier poste, il fait suite à la demande d'un agent de la filière animation de catégorie B qui occupe un poste administratif. Et donc, afin d'adapter le poste à la fonction et au travail occupé, et au grade de cet agent, il est proposé au conseil municipal de créer un poste de rédacteur territorial catégorie B à temps complet, filière administrative. Pour le deuxième poste, c'est suite à la réussite au concours de bibliothécaire territorial d'un agent en poste à la bibliothèque. Afin de pouvoir nommer cet agent sur son nouveau grade, nous vous proposons donc de créer un poste de bibliothécaire territorial catégorie A à temps complet. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions posées à Marie-Pierre? Pas de questions. Je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Merci. Ensuite, il s'agit de création de 2 postes permanents au registre des effectifs avec recours possible à un contractuel. Marie-Pierre, nous t'écoutons. Merci. Donc, en effet, donc, la volonté de la politique communale se veut volontariste en matière sociale et plus particulièrement au niveau de l'attribution et de la gestion des logements sociaux. Donc nous souhaitons positionner un agent à temps plein sur ces missions. Pour ce faire, le conseil municipal vous propose de recruter un agent social à temps complet. Dans cette logique d'affirmer et d'asseoir la politique sociale de la commune, il est aussi proposé de créer un poste d'adjoint au responsable des affaires générales à temps complet. Les affaires générales, vous n'êtes pas sans savoir qu'elles regroupent l'état civil et le pôle social. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Marie-Pierre? Pas de questions. Je mets aux voix cette création de 2 postes. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on passe à la délibération suivante, mise à jour d'un poste permanent au registre des effectifs. Marie-Pierre, nous t'écoutons. Oui. En fait, actuellement, le service urbanisme est en recherche de candidats pour occuper un poste d'instructeur du droit des sols permanent à temps complet. Afin d'augmenter le champ des possibles en matière de candidature et de recrutement, nous proposons donc au conseil municipal de ce soir d'ouvrir le poste à des agents contractuels de catégorie B. Pour rappel, le poste est actuellement ouvert aux agents titulaires de la catégorie B et non contractuels. Merci Marie-Pierre. Oui, depuis quelques mois, on recherche une personne pour remplacer Romain Papalardo qui est parti dans le nord du département. Et évidemment, on n'arrivait pas, on a trouvé un contractuel. Donc je vous demande, mesdames et messieurs, de me créer un poste qui puisse me permettre d'embaucher ce contractuel. Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Marie-Pierre, tu continues avec la création de 2 postes non permanents pour faire face à des accroissements temporaires d'activité. Oui, merci. Donc, suite à l'ouverture de la nouvelle salle culturelle dont a parlé notre première adjointe tout à l'heure, la salle Jean d'Ormesson, et donc il va y avoir une augmentation d'activité due à l'ouverture de cette salle. Nous proposons au conseil municipal la création de 2 postes non permanents d'agents de maintenance et d'accueil à temps non complet. L'objectif secondaire de cette délibération est de promouvoir la poursuite d'études chez nos jeunes bouquins
en leur proposant des contrats adaptés à leur planning d'étudiants, puisque c'est pour cette salle de culture qui ne sera pas ouverte 24 heures sur 24. Merci Marie-Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons, toujours avec Marie-Pierre Vitiello, l'actualisation des contrats d'apprentissage. Oui, donc suite à la délibération du 30 novembre 2020 qui autorise la commune à recruter des apprentis en alternance dans notre collectivité, il est proposé au conseil municipal de ce soir l'augmentation capacitaire de l'accueil de ces apprentis. Donc, on a eu déjà une première expérience qui est très réussie, notamment avec l'accueil d'un étudiant au service de la promotion de la ville. Donc, nous vous proposons de recruter 2 autres apprentis ce soir. Un pour les services techniques, notamment pour la voirie, bâtiments et entretien, et un pour le service des finances et marchés publics. Cette proposition a reçu un avis favorable du comité technique de la mairie qui s'est tenu le 14 septembre. Merci Marie-Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Ah, M. Canobio. Pardon. Une petite question sur le technique bâtiment. Vous avez dit 4, mais il y a 2 ou 4? Parce que là, il y a marqué 4 sur la feuille. Nombre de postes possibles. C'est l'augmentation. Il y en avait déjà qui étaient ouverts. Et on a rajouté. Ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Voilà, il y avait déjà 2 qui étaient... et donc, on a créé 2 supplémentaires. Donc, c'est bien 4. Autre question? Pas d'autres questions. Donc, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour prévoit les questions diverses. Monsieur Canobio, vous avez posé une question diverse. Elle est arrivée ce matin, donc c'était trop tard, hors délai. Donc, nous n'y répondrons pas à votre question. Donc, il vous appartient, si vous voulez, à la reposer pour le prochain conseil municipal. Mais par contre, je vais vous demander de faire 1 minute de silence pour quelqu'un qui est mort pour la France, qui s'appelait Maxime Blasco, qui est mort le 24 septembre au Mali, qui avait été... les chaînes d'actualité vous en parlent en disant que c'est un héros, qu'il avait déjà sauvé et participé au sauvetage de 2 pilotes d'hélicoptères quand ils se sont crashés une première fois au Mali, qui est donc décédé le 24, c'est-à-dire vendredi, et pour lequel un hommage national sera fait aux Invalides, d'après les renseignements que j'ai, mercredi. Voilà. Donc je vous demandais de vous lever et de faire 1 minute de silence pour Maxime Blasco. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, l'ordre du jour du conseil municipal étant terminé, je le déclare clos. Et je vous dis que le prochain conseil aura lieu le... Combien 25 octobre, me dit-on. Voilà. 27, pardon. 27 octobre... Le 27, c'est un mercredi, me dit-on. Vous voyez, donc c'est une fausse information. C'est bien le 25 octobre.
Ok, Monsieur Canobbio, vous souhaitez, normalement, l'ordre du jour est terminé, là. Mais enfin, bon, je vous laisse... Merci, Monsieur le maire. Nous voudrais remercier votre directeur de cabinet, Monsieur Sénator, et Madame Maëva Gautelier, votre adjointe, pour la délicate attention qu'ils ont eue à l'égard des membres du conseil municipal, y compris de l'opposition. Il en convient à un vin d'honneur. Nous les en remercions et nous leur adressons tous nos vœux de bonheur. Très bien. Très bien. Donc, rendez-vous pour ceux qui sont là dimanche. OK. Merci à tous. Bonne soirée et bon appétit.